Nous allons commencer cet entretien. Je suis Jean-Yves Moncon, je suis le rédacteur en chef de la revue de l'énergie et c'est aujourd'hui un grand jour, puisque aujourd'hui, Marcel Boiteux a 100 ans. Et pour lui rendre hommage, j'ai vraiment l'immense plaisir d'accueillir Jean Bergugneau. Jean Bergugneau, que je vais vous présenter très rapidement, mais qui a rédigé dans le dernier numéro de la revue de l'énergie une très belle tribune en hommage à l'économiste et aux dirigeants que fut Marcel Boiteux. Alors, je crois qu'il n'est pas utile de prendre trop de temps pour rappeler qui est Jean Bergugneau. Jean Bergugneau est né en 1939, c'est un ancien élève de l'école polytechnique et de l'ENSAE. L'ENSAE, c'est l'école qui forme notamment les économistes de l'INSEE. Il rejoint EDF en 1970, il en est le directeur général de 1987 à 1994. Il crée et préside l'association des électriciens européens Eurélectrique et préside également le comité des études du Conseil mondial de l'énergie. On y est très sensible ici au Conseil français de l'énergie. Il est appelé à la présidence de la SNCF en 1994, dont il sera le président d'honneur depuis à partir de 1987. Il partage son temps entre des activités de consultant et des activités d'intérêt général, comme la présidence de débats publics, des travaux de conseil d'analyse économique. Et il a créé en 2011 une association Équilibre des énergies qui regroupe des entreprises œuvrant à la décarbonation de l'économie. Alors Jean, je voudrais vraiment te remercier beaucoup de participer à cette réunion en hommage à Marcel Boiteux. Alors la première question que j'ai envie de te poser, c'est peut-être de demander de nous rappeler le début finalement de la carrière de Marcel Boiteux, peut-être jusqu'à son début d'économiste, à sa jeunesse peut-être. Oui, bon, tout à fait. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Si j'avais eu à intituler un paragraphe sur le sujet que tu me proposes, je l'aurais intitulé « Avoir 18 ans en 1940 ». C'est là, en effet, que le monde bascule. Marcel Boiteux, le 9 mai 1940, fête son 18e anniversaire, et le 10 mai, les troupes allemandes envahissent la Belgique et la France. Et donc, un basculement décisif. Alors, commençons un peu par le commencement. Marcel Boiteux appartient à une famille, je dirais, d'intellectuels et plus spécifiquement de normaliens supérieurs, avec quelques égarés, un polytechnicien, un centralien. Mais si on traçait son arbre généalogique, ce que je ne vais pas essayer de faire, et si on mettait des fruits correspondant aux normaliens supérieurs, ça ferait une belle arbre. Donc, son père était agrégé de sciences naturelles, sa mère était professeure de sciences naturelles. Malheureusement, dans son jeune âge, ils ont décourcé, ce qui n'a pas manqué de le traumatiser. Et sa mère et lui se sont réfugiés en quelque sorte du côté des grands-parents maternels à Bordeaux. C'est là qu'il a fait des études. Et que, contrairement à ce que l'on pouvait penser, il n'a pas fait de brillantes études. Car à un moment, on lui a vivement conseillé de s'orienter vers la filière technique, parce qu'il ne semblait pas très apte à manipuler des concepts abstraits. C'est à ce moment-là qu'il a fait la rencontre fortuite de deux personnages. L'un s'appelle André, son famille c'est Giraud, et la rumeur a circulé selon laquelle ils étaient camarades de lycée, ce qui est évidemment complètement faux dans la mesure où André Giraud est de 3 ans plus jeune que lui. La réalité, c'est que de temps en temps, il aidait à traverser la rue, ça se soit écrasé, ce qui aurait été dommage, puisque quelques années plus tard, André Giraud était délégué général du CEA, administrateur d'EDF, et un peu comme l'avait fait Alexandre VI en partageant le nouveau monde entre les Espagnols et les Portugais, à toi les centrales, à toi le cycle de combustible, ce qui a mis fin à une guerre fratricide dont on aura peut-être l'occasion de parler tout à l'heure. La deuxième personne qu'il rencontre, pour reprendre une expression fameuse, c'était un occidental maladif, pétri d'angoisse et de spiritualité. C'est un certain Jacques Ellul. Jacques Ellul était
président de la Fédération protestante à Bordeaux. Et il a séduit Marcel Boiteux par sa rigueur intellectuelle, ses exigences métaphysiques. Et Marcel Boiteux est en quelque sorte tombé sous le charme du protestantisme. Charme qui dit essentiellement intellectuel. Ça lui permettait de faire des citations. Lorsque sa grand-mère l'accusait de ne rien faire, il disait « Regarde les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant le bon Dieu pourvoit. » Ce qui avait le don d'énerver passablement la Sainte Femme. Car, pour parler brutalement, il ne faisait pas grand-chose. Il ne faisait pas grand-chose, et c'est seulement lorsqu'il est arrivé au niveau de la terminale qu'il s'est révélé. Il était inscrit simultanément au concours général en lettres et en physique. Il n'a pas eu de prix, mais c'était quand même une reconnaissance de ses mérites. Et par tradition familiale, il a commencé à préparer Normal Sup. À ce moment-là, donc, la guerre se déclare. Pendant un certain temps, les choses continuent à fonctionner à peu près normalement. Son frère aîné, d'un peu plus d'un an, est entré à Normal Sup. Lui, il était encore en prépa. Et puis, pas de chance, il tombe malade au moment des examens, il rate l'année, de sorte qu'il est de la promotion 42 de Normal Sup. Il entre à Normal Sup. La première chose qu'il fait, et c'est scandaleux, il s'inscrit à Sciences Po. Il achète le parapluie roulé, le chapeau Eton, et ainsi accoutré, il va à Sciences Po, où il n'a pas que des satisfactions, c'est-à-dire que les matières écrites se passent bien, mais que sur les matières orales, il est passablement désarçonné. Et lorsqu'on lui demande « Pensez-vous que la Russie va nous faire la guerre ?», il répond « Ça dépend des hypothèses ». Ce n'est pas tout à fait le style de Sciences Po. Quoi qu'il en soit, il était par chance à Bordeaux lorsqu'il lui arrive un télégramme « Attentat, ne reviens pas à Paris ». Et donc, la résistance s'occupe de lui. Il avait besoin de convoyer des parachutistes américains, il arrive par là, et il monte une épopée rocambolesque. Ils traversant les Pyrénées, subrepticement, les amènent en Espagne. En Espagne, ils sont recueillis par le consulat américain. Ils partent pour Marcel Boiteux et ses collègues en Afrique du Nord. L'armée de l'Âtre de Tassigny recrute. Il s'engage. Il fait une belle campagne d'Italie qui lui vaut la Croix-de-Guerre. Il a un accident regrettable qui donne lieu à une scène d'humour militaire et médicale assez étonnante. Le chirurgien qui l'opère lui dit « Bon, avec votre nom, je vais essayer de ne pas vous rater. Pour marcher normalement, bon, ça se passe bien. » Et puis voilà, il réintègre le Normal Sup, il passe les diplômes, etc. Et il en sort brillamment. À ce moment-là, il ne se sent pas encore tout à fait mûr pour entrer dans la vie active. Et donc, il y a le CNRS qui recrute. Et c'est là qu'il fait une rencontre décisive avec Maurice Allais. Maurice Allais, c'est un personnage assez extraordinaire. Il a une dizaine d'années de plus que Marcel Boiteux. Il a été major de l'X. Et en économie, c'est un autodidacte. Il a écrit pendant la guerre, sorti en 1943, un énorme pavé qui s'appelle « À la recherche de la discipline économique », dans lequel il développe la théorie de l'optimum et des choses de cette nature. Pour lui, le grand homme, c'est Pareto, et juste après lui, bien sûr. Et donc, Marcel Boiteux travaille avec lui. Alors, que fait-il? Quelle contribution à ce moment-là? Eh bien, tout le monde sait effectivement qu'il y a un épisode célèbre. Il était accompagné dans cette rencontre avec Maurice Allais par un disciple qui s'appelle Gérard Debreu. Tous les deux auraient bien aimé avoir une bourse pour aller aux États-Unis, approfondir leurs études économiques
avec des universités en pointe. Malheureusement, il n'y a eu qu'une seule bourse. On l'a tiré au sort. On disait à l'époque le Schicksal. Et le Schicksal, c'était celui de Brod, qui est parti aux États-Unis, qui a eu le prix Nobel d'économie. Et Marcel Boiteux, je dirais grâce au ciel pour nous, est resté en France et s'est occupé de mettre en pratique des modèles théoriques qu'il avait développés, étudiés, au bénéfice des entreprises françaises. Voilà, grosso modo, comment se présentent les choses. Alors, qu'a-t-il fait aux côtés de Maurice Allais? D'abord, c'était son assistant, mais Maurice était très exigeant. Il demandait un travail considérable à ses assistants. Marcel Boiteux professait, en particulier à l'École nationale de statistique et d'administration économique, à l'École des mines, à l'École des ponts, bref, dans des écoles d'ingénieurs, où il portait la bonne parole en faveur d'une approche économique rigoureuse, mathématique. Maurice Allais lui avait enseigné qu'au fond, pourquoi traiter l'économie comme de la physique. Et c'était bien ce qu'il essayait de faire. Il avait un sujet de thèse qui était un peu prémonitoire. Son sujet de thèse était conséquence sur l'optimum économique, je mets ça en termes aujourd'hui, d'une altération des comportements des agents économiques par rapport à leur description dans les modèles d'optimisation. Prenons un exemple. Les modèles de concurrence parfaite donnent un optimum de Pareto. Sauf s'il y a un Cosaque qui ne respecte pas les règles du jeu. Alors c'est par exemple un monopole qui se conduit mal et qui se dit, au lieu de vendre au coût marginal, je vais utiliser mon pouvoir de marché, j'ai une clientèle pas très élastique, je vais augmenter mes tarifs, la demande ne va pas beaucoup bouger et moi je vais m'enrichir. Alors ce mauvais comportement, et ça se propage dans toute l'économie. Et Marcel Boiteux était chargé d'élucider ça. Et en fait, il n'a pas eu le temps d'aller jusqu'au bout de ce travail, puisque, paraît-il, alors qu'il était déjà en charge de l'EDF, nuitamment, il continuait à étudier les distorsions de l'optimum économique. Je ne sais pas ce qui est devenu de cette thèse, si elle est allée jusqu'au bout. Il n'en parle pas. Alors, en autre chose, il commençait à avoir une certaine réputation et on lui demandait conseil. En particulier, la SNCF, sur l'institution de Maurice Allais, l'a pris comme consultant alors qu'il était au CNRS pour réfléchir à son système tarifaire. Alors ça se passait très mal, parce que la SNCF avait comme dogme que le kilomètre voyageur était à un prix unique, quel que soit le jour et l'heure, quelle que soit la ligne sur laquelle on voyage. Le résultat était immédiat. Sur les grandes lignes, la SNCF était trop chère et se faisait complètement piller par le transport routier. Sur les petites lignes, il y avait une clientèle fidèle, mais comme il y avait très peu de clients et que le coût de production du transport était élevé, la SNCF perdait dramatiquement de l'argent. Marcel Boiteux a fait des recommandations. Avoir une tarification variable selon les saisons et l'heure, et ça donnera plus tard le tarif bleu, blanc, rouge de la SNCF. Il a fait aussi des recommandations de rééquilibrer en fonction de la concurrence les tarifs, en fonction des lignes, etc. Mais le dogme était intangible, et donc tout ce qu'il a pu faire, c'est d'expliquer dans les écoles d'ingénieurs, et notamment à l'école des ponts, que ce n'était pas possible de faire ça, que ça se terminerait très mal. Et ça s'est en effet terminé très mal. Voilà. Alors, de tout ça, vous vous doutez bien, tous, et toi en particulier, que c'est des souvenirs très lointains, et qu'évidemment je n'ai pas vécu, car bien qu'étant arrivé à un âge vénérable, je n'ai pas connu Marcel Boiteux jeune. Mais tout ça, c'est raconté dans un bouquin dont je recommande chaudement la lecture, Marcel Boiteux, Haute tension,
Si vous n'avez pas lu ce livre, sincèrement, achetez-le. C'est divertissant et c'est très profond. Voilà. Monsieur Jacob. Alors, l'aventure EDF, comment ça commence? Marcel Boiteux fait des conférences. C'est habitué à ce que Marcel Boiteux fasse des conférences. Et il fait une conférence sur le calcul économique à l'intention des ingénieurs. Et il expose la théorie de l'optimum économique, l'exception que constituent les monopoles justifiés par le rendement croissant, que je viens de citer tout à l'heure. Et dans l'assistance, il y a un homme qui s'appelle Gabriel Dessus, qui est responsable du service commercial de la SNCF, de l'EDF, qui, comme je rappelle, a été créé en 1946 par nationalisation d'une mosaique inextricable d'entreprises de production, de transport et de distribution de l'électricité, mais qui, grâce à des hommes énergiques, commence à devenir une véritable entreprise, mais le chantier de tarification est encore à peu près lié. Alors, pour employer l'expression de Marcel Boiteux, Gabriel Dessus a été touché par la grâce du marginalisme. Il est donc touché par la grâce du marginalisme et il assiste à cette conférence et il dit: j'ai là l'homme qu'il me faut. L'affaire est faite rapidement. Marcel Boiteux devient conseil de Gabriel Dessus, il y avait également Stasi dans l'affaire, et commence par travailler un peu comme consultant auprès d'EDF. Puis finalement, il franchit le pas et en 1949, il devient, comme on dit, agent des industries électriques et gazières. Là commence en manche l'affaire. Est-ce que tu pourrais nous dire finalement qu'a apporté l'économiste en quelques mots à la théorie économique, par exemple, puis ensuite on reviendra plus sur son rôle vraiment. À la théorie économique, il a d'abord apporté quelque chose qui est absolument fondamental, c'est la diffusion. Autrement dit, moi je pense que je ne serais jamais venu à EDF s'il n'y avait pas eu Marcel Boiteux. Autrement dit, ma génération a eu un certain nombre de maîtres à penser, qui s'appelle Maurice Allais. C'est assez amusant d'ailleurs parce que à l'INSAE, où j'étais, Maurice Allais fonctionnait en tandem avec René Barre. Ce n'était pas tout à fait le même style. Il y en avait un assez rugueux et très pointu, et l'autre assez onctueux, mais qui s'embrouillait quelquefois un peu dans les graphiques. Mais c'était très brillant quand même. Bon. Donc il y avait Maurice Allais, il y avait Jacques Le Saux, il y avait Pierre Massé, qui a écrit un bouquin fondamental sur les réserves et les évolutions d'avenir avant de devenir président d'EDF, et qui a écrit un bouquin tout aussi fondamental sur le choix des investissements. Et puis, il y avait Marcel Boiteux. Et donc là, il y a eu toute une génération qui se sont dit, il y a quelque chose de fantastique à faire à la frontière entre la réflexion et l'action. Dans la mesure où la réflexion économique revue et corrigée, mathématisée en tant que de besoin, complétée par de la recherche opérationnelle appliquée, était capable de conduire à une optimalité des décisions dans la conduite des affaires. Donc, un rôle fondamental de diffusion. Un rôle d'approfondissement aussi, car déjà, il réfléchissait à cette exception que constitue le monopole. Et c'était son domaine un peu de prédilection, de savoir comment un monopole devait se conduire de manière à ne pas compromettre l'optimum économique. J'ai fait allusion tout à l'heure à son sujet de thèse. Ceux qui refusent de rentrer dans le moule des fonctions de production convexe et de pratiquer la concurrence complète et loyale, et qui compromettent l'optimum économique, et ça, distorsion et conséquences. Tout ça, c'est l'œuvre de Marcel Boiteux. Et c'est assez prémonitoire parce que c'est finalement, après de longues maturations, ce qui conduira à la discussion du fameux théorème de Boiteux-Ramsay,
car à partir du moment où on dit mais le monopole, il est astreint à une contrainte d'équilibre budgétaire, et il ne peut pas pratiquer la tarification au coût marginal pur sans autre production, eh bien on le sort de cette optimalité économique. Alors est-ce que c'est grave? Et de combien? Voilà. Là, il y a l'apport de Marcel Prousteux, incontestablement. Alors, tout au long de sa carrière à EDF, il a eu des apports qui dépassent très très largement le cadre de l'entreprise. Et on peut dire que grâce d'abord à Pierre Massé, puis à Marcel Boiteux, EDF a été un modèle pionnier en matière de théorie économique appliquée à la décision, à la gestion et à la tarification, bien entendu, puisque c'est par là que l'histoire a commencé. Alors ensuite, Marcel Boiteux franchit de grandes étapes. Il devient directeur général d'EDF en 1967. En 1967. Et là, c'est l'économiste toujours, mais aussi le dirigeant d'entreprise assez exceptionnel. Oui. Alors, il y a une étape que tu as sautée, qui a sa petite importance, pour 1958, il devient patron des EEG. Ah oui, tout à fait. Alors, les EEG ont été créés un peu sur mesure pour lui, mais on n'a pas voulu lui donner tout de suite le titre de directeur parce que ça lui fait trop de travail. Et donc, au début, il était directeur adjoint des EEG sous l'autorité directe du directeur général. Et c'est là qu'est apparu, à travers les travaux qu'il a menés à la tête des EEG, la compréhension profonde des mécanismes de l'entreprise qu'il a eu et qui lui a permis de penser l'entreprise, à la fois dans le choix de ses investissements, dans ses mécanismes de gestion, dans ses mécanismes managériaux, dans ses mécanismes tarifaires, bien entendu. Et donc, lorsqu'il est arrivé comme directeur général en 1967, à la suite du départ d'André Dussel, dans un contexte extrêmement compliqué, s'agissant notamment du nucléaire, on y reviendra tout à l'heure, il était déjà parfaitement mûr dans sa compréhension d'EDF. Alors, lorsqu'il arrive en 1967 comme directeur général d'EDF, la première chose que l'on peut dire, c'est qu'il se met cette entreprise à sa main, avec il introduit d'abord, et ça c'est là, était très, et en particulier une dimension prospective sur l'expansion d'une énergie qui devenait de plus en plus abondante et bon marché, qui était le pétrole, et dont on peut dire qu'on en a profité tant qu'il était encore temps, mais que dès le début, ces économistes, ces prospectivistes avaient bien vu que le marché pétrolier n'avait de marché que le nom, et qu'en fait, c'était des rapports de force, des considérations géopolitiques qui déterminaient la formation des prix. Et que ça ne pouvait pas durer probablement indéfiniment. Et donc, depuis 8 ans, Marcel Boiteux et ses constructivistes, alors tout le monde pense à Jacques Lacoste, bien entendu, faisaient circuler des notes expliquant notamment au directeur de la rubrique des finances, méfiez-vous, ça ne va pas durer toujours. Et il faut donc préparer une issue de secours. Cette issue de secours pour un pays qui n'avait pas de ressources pétrolières ni gazières en propre, qui n'avait pas non plus de ressources charbonnières attractives du point de vue économique, il n'y avait pas d'autre issue que le nucléaire. Alors le nucléaire, Marcel Boiteux n'avait pas été le seul à y penser. Et au départ, c'est en fait à travers le nucléaire militaire que l'idée est venue
le développement du nucléaire civil pouvait être une source de diversification de l'approvisionnement énergétique et un facteur d'indépendance nationale. Comment les choses se sont-elles passées? Tout le monde connaît l'histoire de la bombe. Le CEA a développé avec succès 3 petits réacteurs plutonigènes sur son site de Varco. Il a développé une usine de séparation permettant d'extraire le plutonium en quantité suffisante pour faire en 1960 la première bombe et peu de temps après la bombe H. À la satisfaction, bien entendu, du général de Gaulle qui était encore aux affaires au moment de la première bombe. À partir de là, cela a dit, je tiens une technique, voyons si on peut produire avec de l'énergie nucléaire civile, qui constituerait la source d'indépendance nationale dans ce domaine et permettrait de s'affranchir quelque peu de l'omniprésence du pétrole. La technique utilisée de CEA dérivait directement de ces réacteurs plutonigènes. Elle présentait un avantage, c'est qu'elle était totalement indépendante d'apports étrangers susceptibles de mettre l'industrie nucléaire française sous tutelle. C'était une filière originale, ne dépendant pas de brevets étrangers. Il utilisait de l'uranium naturel, donc pas besoin d'acheter de l'uranium enrichi aux États-Unis. C'était la filière uranium naturel, graphite. Cette filière, le CEA en avait proposé la réalisation sous forme de 3 réacteurs de taille croissante sur le site de Chinon, 2 réacteurs à Saint-Laurent-des-Eaux et un réacteur au budget qui devait être la tête de série des futurs réacteurs industriels d'une taille de 1000 MW, en gros, puisque Marcel Boiteux avait bien vu que c'était la taille minimale qui permettait d'avoir un développement industriel satisfaisant. Après d'âpres négociations, EDF est chargé de réaliser ces centrales sous l'œil vigilant et selon critique du CEA, et on se rend compte en fait que ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi parce que ce cœur du NGG est très volumineux, il a besoin d'accessoires, il faut donc une espèce de cathédrale en béton pour le loger. Les ruptures de gaine des combustibles font partie de la routine pour des raisons de neutronique sur lesquelles je ne vais pas entrer ici. Et donc, il faut un déchargement de combustible en marche avec une robotique très compliquée. Bref, on a des doutes sur la durabilité de cette filière et la possibilité d'atteindre une taille industrielle. Lorsque Marcel Boiteux arrive, à la direction générale, les réacteurs de Chine sont là, et Saint-Laurent, le chantier est bien avancé, et c'est lui qui l'inaugurera. Et à ce moment-là, l'opinion est faite, j'allais dire la religion est faite. Marcel Boiteux s'est présenté en 1967 comme ouvert à la discussion, mais très rapidement, il a vu que pour des raisons économiques et techniques, la filière uranium naturel graphite gaz n'aurait pas devenir industrielle. Simplement, il a fallu faire passer l'idée. Et c'est là qu'intervient une fameuse commission, la commission PEON, c'est-à-dire production d'électricité d'origine nucléaire, qui est présidée par un ami de Marcel Boiteux qui s'appelle Jean Couture. J'ai un peu connu Jean Couture, qui était un homme charmant, et qui s'est rendu célèbre par cette phrase: lorsque je dis les hommes avec un H majuscule, j'embrasse aussi les dames. Donc voilà le personnage brossé, mais c'était quand même un bosseur. Et minutieusement, on a fait faire les calculs, il s'est convaincu qu'à taille égale, l'UNGG serait toujours plus cher que la filière américaine à eau légère, et qu'on aurait de très grandes difficultés pour pousser jusqu'à 1000 MW.
Alors, il restait à en convaincre le général. Je crois que Marcel Boiteux a mouillé la chemise. Il était assez bien vu du général, parce qu'il avait présidé le comité des sages de répartition des budgets de recherche. Et donc, voilà, à la fin de son dernier mandat, le général de Gaulle a dit bah oui, on va passer à la filière américaine. Et c'est Georges Pompidou en 1969 qui a porté le coup fatal. Sachant qu'entre-temps, Marcel Boiteux avait eu l'occasion de gaffer et de se prendre pour le président de la République au moment de l'inauguration de Saint-Laurent-des-Eaux. Il a dit ben, nos agents IDF qui ont mené à bien cette tâche merveilleuse devront se faire à l'idée que ce sera peut-être la dernière centrale de ce modèle. Voilà l'histoire. Comment, il me semble que l'une des visions que Marcel Boiteux avait aussi, c'était de regarder à la fois l'offre et la demande. Et il avait cette vision, d'une part une vision industrielle, mais aussi l'idée de penser à la demande qui s'adosserait à ça. Oui, alors cette histoire de la demande, elle est tout à fait passionnante. Juste après la guerre, on a connu une phase de croissance économique merveilleuse, 5% par an, et l'électricité se développait au rythme de 7% l'an, doublement tous les 10 ans, avec une régularité quasi métronomique. Donc, il y avait une espèce de constante universelle, comme la vitesse de la lumière, la constante de Planck, je ne sais pas encore, qui faisait que l'électricité doublait tous les 10 ans. Bon, avec un peu de réflexion, ça ne pouvait pas durer comme ça tout le temps. Et donc, il y a eu un premier travail, on a dit que grosso modo, c'est la croissance économique qui va expliquer l'essentiel de la croissance de la demande d'électricité. Et donc, on a eu une deuxième phase de modélisation où on a recherché des corrélations entre la croissance économique et la demande d'électricité. Et puis, ensuite, Marcel Boiteux s'est rendu compte que cette approche ne suffisait pas et qu'il fallait quand même regarder ce qu'il y avait à l'intérieur de la croissance. De toute façon, il était indispensable de procéder à des analyses sectorielles du contenu de la croissance de l'électricité, ne serait-ce que pour avoir des courbes de charge à long terme, puisque, comme tu le sais, c'est la courbe de charge qui compte, qui prend l'énergie à eux, pour le dimensionnement des investissements. Et donc, ça a conduit à une réflexion sur le contenu de la croissance de la demande d'électricité avec ses décompositions sectorielles, domestiques, industrie, les différentes branches industrielles, etc. Et ceci a coïncidé avec une réflexion de Marcel Boiteux sur une action commerciale. Action commerciale qui se situait dans une logique d'intérêt général, extension de la logique de service public qui lui avait été confiée, je dirais, par les perturbateurs d'EDF. Extension qui s'est d'abord manifestée par une extension du service public. Petit à petit, on a d'abord vérifié que les consommateurs, notamment domestiques, qui avaient hérité d'installations vétustes, qui pouvaient les électrocuter après la guerre, lorsqu'on est passé suite aux 220 volts, et que le 110 volts était rapporté, mais 220 volts était. Donc, réflexion des installations, soutien aux installateurs, etc., reconstruction d'une branche de l'installation électrique. Puis après, on est allé un peu plus loin, conseil aux utilisateurs sur la bonne façon d'utiliser l'électricité, conseil aux utilisateurs sur la façon de souscrire le bon tarif, en particulier de ne pas souscrire trop, parce que c'est une précaution utile, il fallait souscrire juste ce dont on avait besoin. Lorsque les releveurs de compteurs ont compris qu'on n'allait pas les foutre dehors, parce qu'ils disaient vous avez souscrit trop de puissance, et qui risquait de faire part de l'argent à EDF, et qu'EDF voulait juste tarifer comme il fallait,
Bon, ça a bien marché. Et puis après, on est passé petit à petit sur la promotion des bons usages de l'électricité. Et là, Marcel Boiteux s'est rendu compte qu'il avait une mine à sa disposition qui était les études de recherche. Alors, les études de recherche ont commencé plutôt dans l'industrie. On a vu que plutôt que de chauffer toute une pièce métallique, il était plus intéressant de la chauffer localement par induction. Ça provoquait des économies importantes d'énergie, c'est une qualité du produit. Ils sont allés sur la recompression mécanique de vapeur, l'osmose inverse, etc. Ça s'est fait très gentiment. Il y a des entreprises qui s'y sont intéressées, qui ont joué les cobayes. Après, on a crié un peu victoire, tout le monde a oublié, ça s'est développé gentiment. Puis il y a eu quelque chose qui a fait grand boom. Effectivement, c'est le chauffage électrique intégré de ces. Il a fallu pas moins de 9 ans aux études et recherches pour mettre au point des techniques d'isolation thermique qui ont rendu possible le chauffage électrique intégré. Quand Marcel Boiteux a lancé l'idée qu'on pouvait se chauffer avec l'électricité, ça a provoqué l'hilarité générale, notamment parmi les ingénieurs des mines, qui ont dit votre truc c'est complètement idiot, votre meilleure centrale elle a un rendement de 40%, donc pour livrer l'équivalent énergétique d'une tonne de fioul chez l'usager final, il va falloir que vous utilisiez plus d'une tonne et demie de fioul dans votre centrale. Et donc, aucun avenir pour votre affaire. Alors, le raisonnement était sommaire. Marcel Boiteux avait, à l'égard du corps des mines, une certaine appréhension, en disant que ces gens sont tellement surdiplômés qu'ils utilisent des raisonnements simplistes pour montrer qu'ils ont du bon sens. Il y avait un peu de vrai dans tout ça, parce que le raisonnement, en fait, était faux, pour de multiples raisons. Mais la raison essentielle, c'était qu'il fallait, pour que l'électricité soit compétitive, isoler convenablement le logement. Alors, au niveau de la construction, supprimer les ponts thermiques, etc. Au niveau de l'utilisation d'une bonne couche d'isolant, et là, Saint-Gobain a été objectivement à la limite d'EDF. Et puis, au niveau des régulations, de manière à ce que les gens se sentent confortables avec des températures de consigne plus basses qu'ils ne l'auraient fait avec une chaudière à fioul. Et c'est ainsi qu'au bout de 9 ans, en 1971, Marcel Boiteux dit chauffage électrique, c'est mûr, je lance. Alors à partir de ce moment-là, tout change. Il est évident que les méthodes de prévision mécanique, ça ne marche plus, qu'il faut regarder secteur par secteur comment vont se développer les différentes utilisations de l'électricité. Et c'est ainsi qu'on parle de l'intégration que tu évoques. Alors, comble d'ironie, c'est à ce moment-là que la créativité tarifaire a aussi fait son office. J'ai un petit peu charrié dans une autre tribune, me demandant si l'option tarifaire, ce n'était pas le chef-d'œuvre de la casuistique. Marcel Boiteux avait un dicton favori, les horloges sont faites pour dire l'heure, les tarifs pour dire les coûts. Autrement dit, EDF ne tarifie pas les usages de l'électricité, EDF tarifie le prix de l'électricité selon les heures de l'année. C'est ainsi que le tarif heure pleine heure creuse n'est surtout pas un tarif pour les chauffe-eau électriques. Le tarif heure pleine heure creuse, c'est seulement pour dire qu'il y a 8 heures dans la journée où l'électricité est pas chère. Et maintenant, faites-en ce que vous voulez. Mais en 1980, on invente l'effacement jour de pointe. Alors, l'effacement jour de pointe, ça, c'est une innovation tarifaire qui, bien entendu, consiste simplement à dire qu'il y a quelques jours dans l'année où l'électricité est chère, surtout pendant les heures pleines de la journée. Et que les gens qui acceptent de souscrire ce tarif, ils auront en fait une électricité pas chère toute l'année, sauf pendant ces jours-là. Et qu'ils pourront développer des utilisations intéressantes de l'électricité.
Et ça donne une application thermofère inédite qui ont commencé à amorcer un nouveau type d'application. Alors, toujours est-il, je vais vous dire un investissement, au moment du départ de Marcel Boiteux, parce que le développement du chauffage électrique commençait, on assistait à une augmentation de ce qu'on appelle l'augmentation de la sensibilité de la consommation à la température. Donc, je vais prendre mes chiffres à moi un peu plus tard parce qu'ils sont plus spectaculaires. En 2011, par exemple, la consommation d'électricité présentait une sensibilité de 1100 MW par degré à la baisse de la température. Comme tout le monde sait, l'écart type de la température est de l'ordre de 4 degrés. Donc, l'écart type de la consommation était de l'ordre de 4400 MW. Et grâce au développement de JP, je disposais à cette époque de 6000 MW d'interruptibilité. Ce qui veut dire que je pouvais faire face sans difficulté à des températures correspondant à un écart type bas. La question qui s'est posée ultérieurement, c'est que lorsque cet écart type a continué à augmenter, on dit qu'aujourd'hui le gradient de température est de 2200 MW par degré, c'est quelque chose d'assez dodu, l'écart type est toujours de 4 degrés, et avons-nous l'équivalent de ces puissances effaçables par les mécanismes de marché, puisque maintenant, évidemment, JP est en extinction parce que ça coûte cher, et en fait, ça rapporte gros. Voilà. Je m'étais promis de ne me faire aucune excursion dans le sujet, voilà, c'est le mal est fait. Thierry, dans tout ce que tu dis, on sent vraiment l'importance pour Marcel Boiteux de la notion d'intérêt général. Comment a-t-il vécu finalement l'opposition au nucléaire et des fois des moments très, très durs dans sa vie personnelle? On se rappelle des moments particuliers. Comment est-ce qu'il réagissait? Alors, il y a une phrase assez étonnante dans ce bouquin, dans lequel il dit, comme tous les protestants, je me demandais si c'était bien convenable d'aller tripoter dans les atomes pour produire de l'énergie. Bon, sans doute c'est vite dissipé. Et en particulier, j'ai trouvé de lui une anecdote qui m'a alors absolument stupéfait, dans laquelle il expliquait que les centrales nucléaires ajoutaient un peu à la radioactivité ambiante, mais comme la radioactivité de la Terre décroissait régulièrement naturellement, eh bien, tout compte fait, ça faisait simplement un peu ralentir la radioactivité globale. Alors, ça a réglé le problème des déchets. Donc, ça veut dire qu'il avait bien évolué sur cette question. Donc, non. Si vous voulez, il a essayé de traiter à plusieurs niveaux cette question du nucléaire et des réticents. Il avait quand même le plus grand respect pour les gens qui, par conviction, disaient que le nucléaire, c'est quelque chose de dangereux intrinsèquement, et on tente de le maîtriser. Et il faut reconnaître que Tchernobyl et Sonala Island ont quand même bien aidé ces gens à dire, bah oui, comme toute œuvre humaine, le nucléaire est faillible, et lorsqu'il est faillible, il peut y avoir des conséquences graves. Il aurait quand même été à la fois pénalisé et bien aidé par Fukushima, puisqu'à Fukushima, il y a eu une quantité de morts énorme par le tsunami, mais il n'y a pas eu de mort nucléaire proprement dit. Il y a eu un malheureux qui est tombé dans l'échafaudage en faisant des réflexions, et il n'y a pas eu de mort nucléaire proprement dit, même s'il y a eu des conséquences économiques graves. Donc, il a accepté volontiers le dialogue, mais il s'est rendu compte assez vite
que ce dialogue, ces espèces de grands-messes, n'étaient pas très productifs. Et bien qu'il en ait fait, notamment aux côtés de Michel Luc, qui était aussi un ardent propagandiste, il a accordé beaucoup plus de poids aux actions qui ont été menées, notamment sous l'égide de Lionel Taccoune, responsable de la communication, la direction d'équipement d'EDF, aux débats locaux. Et en fait, on s'est rendu compte qu'aux débats locaux, plus que des problèmes d'acceptabilité globale du nucléaire, qui étaient fluctuants, le nucléaire a été très bien accepté quand la crise énergétique menaçait. Il était très rejeté, apparemment on était suroccupé, que tout se passait bien. Ce qui importait davantage, c'était l'implantation d'une grande implantation industrielle, avec les nuisances que ça pouvait entraîner, mais aussi des bénéfices. Moi, j'ai connu des maires me disant, ben voilà, on a déjà 4 tranches, il y a encore la place pour 2, quand vous décidez-vous en mettre 2 de plus. On est très content de notre centrale. Ça rapporte, les gens sont contents, n'ont pas peur, tout va bien. Alors que dans d'autres cas, mais si l'on considère finalement le bilan des choses, des grandes manifestations anti-nucléaires de type que celles qu'ont connues les Allemands, il y en a eu une à Kresswil, qui a d'ailleurs causé une mort, la seule mort imputable à des manifestations anti-nucléaires, et qui s'est finalement très mal passée, et qui n'a pas eu, à proprement parler, de successeur. Des sites sur lesquels l'EDF avait mis la main en pensant qu'ils étaient réalisables, les contacts, etc. Il y en a eu un qui a été enterré, c'est Plogoff, où il y a eu de grandes manifestations, mais non pas contre le nucléaire, dans le fait de construire dans ce site exceptionnel finistérien, ce qui porte bien son nom, une grande installation avec des lignes. Ils avaient aussi peur des lignes d'évacuation à 400 kV que de la centrale elle-même. Et donc, bon, c'était enterré par Mitterrand, pratiquement le lendemain de son investiture, et puis c'était tout. Les autres sites ont continué dans l'ensemble qu'on a voulu. Alors, il y a eu bien entendu des excès. Alors, parmi les excès, eh ben, il y a eu cette mauvaise année 15-Malville, l'attentat de Marcel Boiteux, son appartement a été saccagé par une bombe, ce qui a fortement ébranlé ses convictions démocratiques. Ses convictions républicaines ont été touchées. Et puis, il s'est rendu compte qu'il avait exposé des gens totalement étrangers à ce dossier à des risques graves. Et donc, voilà ce que l'on peut dire. Cela étant, une phrase m'a frappé. C'est dans un article que Marcel Boiteux a commis, qu'il a intitulé « Les envies de la concurrence », où il dit « On a dit que le nucléaire était le nucléaire des Français. C'est vrai, mais il y a une nuance importante, c'est le nucléaire d'EDF, et EDF appartient aux Français. » Ça résume assez bien, c'est nous qui l'avons fait. Je voudrais en profiter pour dire à nos amis qui vous suivent que s'ils veulent poser des questions, le plus simple, c'est d'utiliser le chat de la discussion. Et Jean, je voulais te poser une autre question qui est, dans tout ce que tu viens de dire, il y a derrière un acteur dont on n'a pas encore vraiment parlé, c'est l'État. Oui. Quelles étaient finalement les relations entre Marcel Boiteux et ses interlocuteurs de l'administration, du gouvernement? Bien, alors, compliqué. Compliqué, il y a eu des périodes heureuses et des périodes difficiles.
Disons que d'une manière générale, Marcel Boiteux était profondément républicain au sens romain du terme, républicain. Et il avait le plus profond respect pour l'État et par le gouvernement, pour le gouvernement que représentait l'État. Et contrairement à ce que prétendent certains, notamment dans un fameux bouquin qui s'appelle l'État EDF, qui lui a fait beaucoup de peine. Et il m'a dit personnellement, il était pédé. Dans lesquels on prétendait qu'il était à la tête d'un bataillon de nucléocrates qui avait dicté la politique nucléaire au gouvernement et que EDF avait autant sur la politique énergétique en France. Il a toujours soigneusement respecté les décisions de même si je lui est arrivé, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, une fois d'anticiper de quelques mois des décisions qu'il aurait dû tenir secret. On va dire que c'est une insouciance de jeune âge, parce qu'il était quand même bien confirmé à cette époque. C'était l'enthousiasme. Avec l'administration, les relations étaient beaucoup plus compliquées. Surtout lorsqu'il se prétendait administration de tutelle. C'est comme moi qu'en droit civil, on impose la tutelle aux faibles en esprit et aux dispendieux qui ruinent le patrimoine familial par leur largesse inconciliable. Ni l'un ni l'autre n'était le fait de Marcel Boiteux. Donc le mot tutelle lui tapait sur les mains. Et le problème un peu dramatique, c'est qu'il y avait plusieurs tutelles. Alors, il y avait une tutelle officielle qui était le ministère de l'Industrie. Le ministère de l'Industrie, c'était souvent la cinquième roue du carrosse. Car en fait, la tutelle des finances était beaucoup plus prégnante. La tutelle des finances, c'était pas du tout non plus un monde unifié. Entre le Trésor, qui se préoccupait des investissements, le budget des équilibres, la direction des prix qui voulait que les tarifs n'augmentent pas, la direction de l'environnement, etc., c'était des objectifs contradictoires dans lesquels il n'avait pas fait des arbitrages et qui, en fait, enfermaient EDF dans un espèce de cercle vicieux. Le cercle vicieux a un certain avantage, c'est qu'on trouve toujours un pôle pour se profiler. Et en particulier, ça permet un peu de faire ce que l'on veut en jouant un ministère contre un autre. Cela étant, c'est quand même pas de très bonne politique. Et dans les moments graves, et en fait dans l'année, il y avait deux moments graves. Le moment où on discutait de l'augmentation des salaires, et le moment où on discutait de l'augmentation des tarifs. Alors là, le ministère des Finances prenait la main, sans se préoccuper d'ailleurs de la cohérence entre les deux aspects de la question. Je me souviens d'Éric Beauvois me disant, mais monsieur le directeur général, sachez que le pire n'est jamais sûr. Car en fait, il m'avait mis dans le pire. Bon, et en fait, le pire n'a pas eu lieu. Mais c'est pas quand même de bonne pratique. Et donc, Marcel Boiteux n'aimait pas beaucoup ça. Alors, à la différence d'autres, il avait quand même ses entrées. Parce qu'il avait rendu, même en dehors d'EDF, de multiples services à la République. On évoquait tout à l'heure le comité des sages, dont il avait la présidence, de multiples travaux qu'il avait fait pour le plan, l'accord qu'il avait eu vis-à-vis de Pierre Massé, qui était devenu commissaire au plan entre-temps. Enfin, il avait beaucoup de leviers dans lesquels il pouvait user de persuasion. Il écrit quelque part qu'il avait horreur de lobbying, et je crois qu'il n'a jamais fait de lobbying.
il a toujours expliqué calmement les choses. Mais cet homme avait un pouvoir de conviction extraordinaire. On arrivait chez lui soit totalement inculte, soit convaincu d'une cause absurde, et on ressortait marginaliste, mais ayant lu la révélation. Voilà. Certains témoins, dont un membre de mon comité de surveillance, parce que j'ai rédigé cette tribune, qui s'appelle Jean Flucher, m'a dit il avait un mérite évident, c'est de rendre simples les choses les plus compliquées, et on partait de là convaincu, plus intelligent, et sûr qu'il avait absolument raison. Et donc, au fond, Marcel Boiteux raconte dans ce bouquin comment s'est déclenché le programme Mesmer. Le programme Mesmer, en fait, contrairement à ce que beaucoup disent, c'est pas du tout la création d'hier. C'est un mouvement, après la guerre de Kippour, la multiplication par 4 du prix du pétrole, c'est un mouvement du gouvernement Mesmer sous présidence Pompidou. Alors on peut avoir en effet avoir fait confiance à Marcel Boiteux, peut-être par le truchement de notre ami Jean Couture, que j'évoquais tout à l'heure, d'avoir convaincu en haut lieu qu'il n'y avait qu'une seule réponse possible, c'était le nucléaire. Mais c'est une décision qu'a pris Messner tout seul. Et il a téléphoné, directement Jean Couture a téléphoné à Marcel Boiteux un beau matin, en lui disant combien de tranches nucléaires au maximum pouvez-vous lancer à partir de maintenant? Et Marcel Boiteux, qui a quand même demandé à Framatome ce qu'ils en pensaient, parce que c'est pas les seuls, eh bien, a répondu pas plus de 6 ou 7 quand même. Et Jean Couture a dit ce sera de cet endroit-là, commencez à vous organiser. Et Marcel Boiteux s'était organisé depuis longtemps en faisant appel à Michel Hugues, qui avait transformé la direction d'équipement en pilote d'une aventure industrielle. Il y a pendant que Marcel Boiteux était aux commandes d'EDF et est apparu, a émergé finalement toute la problématique européenne avec cette montée, on la voyait déjà au début de l'arrivée des directives mettant en œuvre une concurrence sur le marché de l'énergie. Quelle était l'analyse que faisait Marcel Boiteux, qui a vu finalement le début de ce mouvement quand il était à la tête d'EDF? Et c'est peut-être toi qui l'as vu la suite. C'est moi qui ai vu la suite en grandeur naturelle. Tout à fait. Bon, mais déjà à l'époque de Marcel Boiteux, on parlait de la disparition du monopole. Et il y avait un modèle qui était le modèle britannique qui commençait à faire du bruit. Il faut dire que nos amis britanniques avaient profité de l'existence d'un monopole, au moins au niveau production-transport, la distribution étant en fait confiée à des entités plus autonomes et encore bien dodues. Ils avaient profité de ce monopole pour pratiquer un laxisme de gestion assez inquiétant. Et en fait, on a considéré, après Thatcher, qu'il n'y avait qu'un seul remède possible, c'est de les faire rentrer sous la loi de la concurrence pour qu'ils soient gérés de façon plus rationnelle. Et c'est ainsi qu'on a commencé à parler du système du pool, etc. Et que l'idée de problématiques similaires s'était posée en Europe continentale. Au début, tout a commencé de façon, je dirais, assez soft, par le fait que l'Europe apparaissait comme une juxtaposition de monopoles et que ce monopole avait bien compris qu'il ne pouvait pas rester isolé
et qu'il fallait qu'ils fassent des échanges d'électricité entre eux. Parce qu'ils avaient bien compris que déjà sur le territoire national, ce qui faisait la force d'un monopole comme EDF, c'était le foisonnement des aléas au niveau d'un territoire étendu, la possibilité par la taille du système de construire des unités de production de très grande taille, et que tout ça faisait une force économique considérable. Que cette force économique serait encore accrue si on étendait par des échanges d'énergie entre ces monopoles territoriaux la capacité d'optimisation des systèmes. Ça se faisait au départ par des contrats bilatéraux dans lesquels EDF excellait, puisqu'elle avait de l'électricité à bon marché et à un moment en abondance. D'où ce développement substantiel des échanges qui se sont même traduits par des investissements. Je pense à la liaison transangleterre sous-marine, qui était un très bel exemple de réalisation dans ce style. Les électriciens ont bien compris qu'il fallait quand même dépasser, pour être efficace, ce système de contrats bilatéraux qui étaient des contrats, je dirais, à moyen long terme. Et qui avaient aussi l'optimisation à court terme des échanges, qui étaient faits par ce qu'on appelait des échanges à bien clair. Les dispatchers se mettaient d'accord, de l'énergie à quel prix, donc la quantité, donc ça m'intéresse. On se met d'accord sur un prix, on échange. Bon. Et on a voulu systématiser ça par des systèmes de bourse de l'énergie. Et en fait, il y avait des cotations à Zurich, par exemple, montrant comment il y avait de l'électricité disponible à quel prix pour puisse se construire des contrats. Ça plaisait bien à Marcel Bouygues, car c'était une extension des mécanismes auxquels il était habitué et qui n'en mettait pas en cause son schéma d'organisation fondamental. Là où ça a commencé à se gâter, c'est lorsque la a commencé à parler d'accès des tiers au réseau. Alors, l'accès des tiers au réseau, on commençait aussi à en parler en France, et en particulier des gros consommateurs regroupés au sein de l'IDEN, disaient, mais pourquoi nous, on est obligé d'avoir EDF comme fournisseur, pourquoi on ne peut pas choisir nos fournisseurs? Alors, j'étais chargé de négociations avec l'IDEN, de calmer. Moi, j'avais pris une attitude radicale en disant, écoutez, si vous m'amenez une proposition de contrat meilleure qu'EDF, j'arriverai bien à vous amener l'énergie. Ils m'en ont jamais montré. Donc, ça les a calmés pour un petit moment, mais l'idée a fait son chemin. Alors, l'accès des tiers au réseau, Marcel Bouygues ne faisait pas fondamentalement compte. Il disait au fond, si la Belgique a un monopole qui s'appelle Electrabel, qui a du nucléaire comme la France, et si Electrabel propose un contrat à M. Cuchinet, pourquoi pas amener l'électricité de Belgique à M. Cuchinet, moyennant une attribution de transit. Ce qu'on appelait, ce que nos amis québécois appelaient le charroi d'énergie pour autrui. Alors, il n'était pas contre. Mais ce qui lui plaisait absolument pas, c'est qu'on arrive à l'idée qu'il fallait pour cela désarticuler complètement l'organisation des monopoles intégrés production-transport. Et ça ne lui plaisait pas du tout. Et il a écrit en 2007 un article intitulé « Les ambiguïtés de la concurrence », qui est une espèce de plaidoyer vengeur, dans lequel il expliquait qu'au fond, on arriverait rapidement à une situation où la concurrence est destinée à faire baisser les prix
et où finalement il faudrait augmenter les prix pour permettre que la concurrence subsiste. C'était un peu prémonitoire. Et donc, il est resté vraiment sur cette hypothèse. J'avais été le voir à ce moment-là parce que j'étais comme expert dans le groupe Champsor qui s'était vu confier une mission parce que le gouvernement français était complètement acculé par Bruxelles, il fallait faire quelque chose, ça allait légiférer, sans être en pleine infraction. Et donc, Champsor avait été chargé d'une mission toute simple. Comment accepter la concurrence complète vue par Bruxelles en gardant l'avantage de compétitivité nucléaire pour la France et les gens implantés en France. En fait, c'était la quadrature du cercle. Alors, il y avait un schéma qui était assez astucieux, auquel on a renoncé. Enfin, je parle, c'est pas moi, hein, moi j'étais simple expert. Consistant à dire, ben voilà, on peut jouer le jeu complet de la concurrence. EDF va vendre la totalité de son énergie sur le marché européen. Donc EDF va faire des bénéfices énormes. Les clients vont être alimentés par tous ceux qui veulent distribuer de l'électricité sur les prix du marché européen. Donc ils vont avoir des factures énormes. Mais les bénéfices énormes d'EDF vont être redistribués aux clients sur le territoire français de façon à revenir au tarif d'avant. Et voilà comment le problème était résolu. Alors, il y avait quand même un certain nombre d'obstacles juridiques, et puis l'idée que ces super profits d'EDF, qu'est-ce qu'on en faisait, avec le risque que l'État impécunieux et les prédateurs en disent, bon, on pourrait l'utiliser à des choses utiles, et que ce soit finalement l'électricité qui finance des dépenses ayant quelque chose à voir. Et donc, on s'est rabattu sur le système de la reine. Et le système a eu l'honneur de plaire à Marcel Motu, qui, dans un article, je ne sais plus dans quel journal, a dit bon, mais c'était finalement un bon système. Ça va permettre à EDF de se battre à un égal avec la concurrence. Alors, au fond, ça aurait pu bien marcher s'il n'y avait pas eu des gens qui se sont baptisés distributeurs d'électricité et qui n'étaient pas producteurs. Parce que la merveille dans le système, c'est que si vous êtes à la fois distributeur et producteur, vous pouvez jouer sur le tableau, trouver des compensations intéressantes pour donner au consommateur final une certaine stabilité dans le prix. Et celui qui est distributeur et uniquement distributeur, lorsque les prix de marché s'envolent et que ceux qui sont aussi producteurs essaient d'amorcer un comportement permettant de maîtriser les prix pour leurs clients, et bien lui, il crie au secours, je moi, j'arrive. Et alors, ça y est, on manipule la reine, etc. Il n'y a pas lieu d'être là-dessus. Et pourtant, on aurait dû être alerté par un précédent chose qui était Enron, qui sans doute entendu parler de ce système. Alors, le président Enron tenait des discours extrêmement séduisants. Voilà, l'idéal quand on est dans le champ de gaz, c'est de penser dans le champ de parapluie. Parce que s'il était Mossad, on va dans le parapluie, s'il fait très chaud, on va dans le gaz, on est pareil, tout est dans le feu. Et alors, moi, je vais faire pareil pour l'électricité, le gaz, etc. En réalité, il a fait très vite, parce qu'il n'était pas ajusté à une entreprise de production d'électricité. Et à la première attaque, alors, il s'est fait. Alors après, il y a fait une investissement financière, mais ça, c'est autre chose. Ça ne fait pas partie de préoccupation. Le temps passe vite, Jean. J'avais quand même une question. Là, mais c'est un plaisir. J'avais quand même une question, parce que, en fait, finalement, les choix que Marcel Motu a fait, notamment avec le nucléaire, ont mis EDF à prendre une position très, très forte en termes de lutte contre le changement climatique.
je me demandais si finalement les raisonnements économiques qu'a pu développer Marcel Boiteux seraient encore utiles aujourd'hui. Comment on les utiliserait dans le cadre des choix À partir du moment où il y aura un niveau suffisamment étendu, minimum Europe, et ce serait mieux encore, c'est sur un niveau mondial, un marché des prix de poids fonctionnant correctement, évidemment, permettant une lutte cohérente sur le changement climatique. À partir d'une donnée de cette nature, on peut faire des calculs économiques pour analyser pourquoi. On a su intégrer dans le calcul économique, par exemple, sur le prix de la vie humaine, le prix du temps, etc. C'est d'ailleurs Marcel Boiteux qui a fait ça. Parce que Marcel Boiteux avait une manie, lorsqu'il y avait un groupe de travail, on disait on va appeler Marcel Boiteux, son avis sont toujours intéressant. Il est arrivé là comme assistant du groupe de House, et l'année suivante, il était président du groupe de travail. C'était systématique. Et donc, il a présidé un groupe de travail sur le prix du temps, sur le prix de la valeur humaine. Et donc, tout ça, il maîtrisait parfaitement. Donc, on sait faire des calculs économiques, ça, même si il faut faire avec nous. Alors, on était encore très loin de tout ça. On commençait à parler du changement, enfin, c'était encore Alors, je crois qu'il va falloir s'arrêter, malheureusement, parce qu'on a déjà bien dépassé le temps que j'avais prévu. Donc, je crois que la trois choses que je voudrais faire, d'abord, je vous remercier vraiment beaucoup pour avoir accepté de passer cette heure en hommage à Marcel Boiteux. Remercier aussi les personnes qui nous ont suivis, et elles sont nombreuses. Et puis, je crois aussi, peut-être que le plus important, c'est de souhaiter un bon anniversaire à Marcel Boiteux. Peut-être que tu veux, sur ce mot, avoir le dernier mot. D'abord, te remercier pour ce prolongement de la tribune que tu as eu. La gentillesse de publier in extenso, ce qui n'était pas évident. L'approche des grands quotidiens économiques était assez claire. Vous avez une page Word, en gros caractères, et il faudra vous rapprocher à l'actualité. Autrement dit, faite par le maçon de sujets qui n'a pas connu. Donc, j'ai décliné l'invitation, et tu as eu la gentillesse de prendre ce pavé, hommage à Marcel. Pavé qui est bien intéressant pour beaucoup de lecteurs. Alors, la deuxième chose, un certain devoir vis-à-vis du Conseil mondial de l'énergie, j'ai eu le plaisir de travailler dans cette enceinte et d'apprécier l'intérêt des travaux, même si ce n'est pas aussi microéconomique que les choses que j'ai eu d'habitude de manipuler ainsi. Ensuite, bien entendu, un devoir de gratitude à l'égard de Marcel Boiteux, qui nous a tous beaucoup apporté. D'abord au plan personnel, d'avoir vécu auprès de lui, c'était quelque chose d'important pour ceux qui l'ont connu, notamment ceux qui, autour de moi, ont participé à l'élaboration de tribunes mémorielles. Et puis ensuite, pour ce qu'il a fait. Voilà. Alors, on lui souhaite une retraite heureuse, même si évidemment aujourd'hui, il ne souhaite pas apparaître. Il continue à réfléchir à un problème en tant que membre de l'Institut et notre président de l'Union. Merci Jean. Bonne journée. Merci à tous.